Merci d'être là pour cette nouvelle conversation avec Yann Lescou. On va passer une petite quarantaine de minutes ensemble. On va parler lecture, écriture et occitan. Je vous laisse voir. Donc on est là pour ce recueil de nouvelles qui s'appelle Presqu'île, qui parle des habitants du Médoc, c'est des tranches de vie. Est-ce que vous faites tout basiquement, vous pourriez nous expliquer pourquoi vous avez eu, quelles ont été vos intentions, pourquoi vous avez eu envie de rédiger ces 33 tranches de vie et pourquoi sous forme de nouvelles? D'accord, alors, sur beaucoup Trois de questions en questions. une ligne. Ouais. Bonjour déjà à tout le monde et merci pour cet accueil. Alors, au début, j'avais pas du tout envie de les écrire. C'était- ouais, c'est un peu le jeu du hasard. À un moment, moi, je lis beaucoup. Voilà. Moi, avant tout, je suis un lecteur et donc je chronique des livres et du coup, je me disais qu'il y avait plein de gens qui écrivaient très très bien et que c'était pas la peine de m'y mettre. Alors le Médoc, moi je viens du Médoc. C'est là où j'ai grandi. Alors pas le Médoc que tout le monde connaît, on va dire. Souvent, ce que les gens connaissent du Médoc, c'est le Médoc viticole, c'est les grands châteaux, voilà, toutes ces vignes vraiment au cordeau. Il y a un autre Médoc qui est le Médoc atlantique, le Médoc landais, qui est le Médoc donc de l'océan. Alors là, les gens le connaissent un peu quand ils vont à la plage. Ils le traversent, ils vont surfer à la canot, des choses comme ça. Et puis ils repartent. Mais en fait, il y a des gens qui vivent là toute l'année. Il y a des gens qui vivent ici et puis le reste de l'année, c'est pas l'été, quoi. C'est un pays d'eau. Donc c'est beaucoup de marées, c'est extrêmement humide. Il y a l'océan, il y a la forêt. Et il y a des gens qui vivent là, des communautés qui existent avec des gens d'horizons relativement différents, euh, avec parfois alors des gens qui sont là parce que ils voulaient quitter la ville et ils font des allers-retours à la ville. Il y a les gens qui sont là depuis des générations et des générations et qui ont des métiers pas divers. Il y a des gens qui sont dans une grande précarité aussi parce que dans ce genre de région touristique, il y a aussi beaucoup de précarité. Voilà, donc c'est comme ça. J'avais envie de parler de cet endroit-là. Alors pourquoi, comment on en est arrivé là? En fait, j'habite plus moi dans le Médoc, j'y ai grandi, mais ma famille y habite encore. Et un jour, je suis rentré chez moi et chez mes parents et on a commencé à discuter. Alors vous savez ce que c'est quand vous rentrez dans un endroit d'où vous venez et où vous n'êtes pas revenu depuis longtemps? Généralement, une des premières questions qui arrive, c'est qui est mort depuis la dernière fois? Donc voilà, on évoque ça, et puis on en vient à parler de voisins, etc. Et notamment d'un voisin qui avait une histoire très particulière. Et j'ai fait un statut Facebook. Donc ouais, c'est pas franchement a priori de la grande littérature. Je fais un statut Facebook et le lendemain j'ai été contacté par une éditrice, qui s'appelle Caroline Bokanowski, les éditions des Équateurs, qui me dit j'ai lu votre texte sur Facebook et j'ai bien aimé, est-ce que vous en avez d'autres? Est-ce que vous avez autre chose? Et donc je lui ai dit que non. Voilà. J'en ai parlé avec Hervé Lecor, que j'ai la chance de compter parmi mes amis, avec qui on anime des rencontres à Bordeaux à la machine à lire, autour du polar. Et Hervé me dit fais-moi lire ça, donc je lui ai fait lire. Il a dit j'aime bien, tu devrais en faire d'autres. Et puis ça venait toucher une conversation qu'on avait régulièrement avec lui. On est tous les deux très très fans de littérature américaine et d'auteurs du Sud, comme Chris O'Foot, David Joy. euh, et, euh, et à un moment, Larry Brown. On se disait, c'est marrant, ça c'est des auteurs qui fonctionnent bien, qui parlent de la vie du type du fin fond du Kentucky ou de l'Alabama ou du Mississippi. C'est super exotique pour le lecteur français, ils adorent ça. Mais si on leur parle des mêmes personnes chez nous, qu'est-ce que ça pourrait donner? Voilà. Et donc Hervé me dit, ben voilà, c'est ça le projet. Et donc c'est parti comme ça. Et donc j'ai écrit un deuxième texte que j'ai envoyé à Hervé qui m'a dit, vas-y, continue. Et puis quand j'ai arrêté d'en écrire, au bout de quelques semaines, j'avais un coup de fil d'Hervé qui me disait, bouge-toi un peu là. Et, euh, et puis c'est comme ça que ça a avancé.
Donc c'était ça un peu Ok. l'idée. L'idée c'était de présenter des tranches de vie, et des moments du quotidien où ce quotidien qui peut être monotone, qui peut paraître monotone, et des fois il peut verser aussi dans le romanesque. Voilà. Parce qu'on en discutait tout à l'heure, mais le format nouvelle, c'est quand même un pari. En France, c'est pas si bien reçu que ça. Enfin, ça se vend pas, c'est pas ce qui se vend le plus. Là, vous êtes publié chez Agulot, et je crois que je me trompe pas, ce soit je me trompe, en disant que du coup, vous êtes le premier publié chez Agulot Court, qui est la nouvelle branche pour les nouvelles. Qui Oui. a lancé ce pari? Est-ce que ça va du coup? Alors, a priori, effectivement, alors il y a cette espèce de légende urbaine mais- qui, euh, qui est que la nouvelle, ça se vendrait pas en France. Mhm. Mais ça, tout le monde l'entend, hein. Alors, les lecteurs disent, alors, souvent les lecteurs disent, j'adore les nouvelles, mais ils n'en achètent pas. Les libraires adorent les nouvelles, mais ils n'en vendent pas. Mhm. Et donc, il y avait cette espèce ouais, de réputation de la nouvelle, alors que c'est pas totalement vrai, hein. Il y a des nouvelles qui se vendent très très bien. Je veux dire, un des plus gros succès éditoriaux des années 2000, c'est Anna Gavalda aussi. C'était des nouvelles françaises. Donc, effectivement, ça peut marcher. Presqu'île est venu montrer que ça pouvait marcher. Euh, Au départ, donc, je vous ai parlé de l'épisode avec les éditions aux Équateurs, où normalement j'ai eu un certain nombre de textes, je les ai envoyés à Caroline Bokanowski qui m'a dit c'est super, mais moi je publie pas de nouvelles. Et, euh, et donc j'en ai parlé avec un ami, Sébastien Vespizer, qui est un des associés d'Agulot, que je connais depuis bien longtemps, et en lui disant bah, est-ce que tu crois que ça pourrait intéresser quelqu'un? Alors je savais que ça pouvait pas intéresser Agulot, qui a priori faisait du grand format, du roman. Il venait juste d'avoir un Français, Frédéric Paulin, mais sinon ils étaient quand même plus sur l'Europe de l'Est. Et Sébastien me dit ah bah tiens, il faudrait peut-être penser à la table ronde ou comme ça. Et puis il regarde et puis il me dit bah en fait j'aimerais bien que ça soit nous qui le fassions, mais je sais pas du tout comment on va faire. Et il me dit il faut que j'en parle avec mes associés parce qu'ils sont trois associés, Estelle, Nadège et Sébastien. J'en parle avec mes associés, si on est tous les trois d'accord, on va voir comment on peut faire. Donc Nadège et Estelle ont lu les textes, on dit ok, on veut bien le faire. La question c'est comment. Et donc ils ont dit bah, c'est l'occasion. Ils avaient déjà commencé une réflexion sur le prix du livre, sur le format, en se disant que ce que les gens voulaient aujourd'hui c'était aussi des textes un peu plus courts, avec des livres moins chers. Et ils se sont dit bah, c'est l'occasion, on va lancer une collection de textes courts. Et donc c'est parti vraiment comme ça, avec voilà, toute l'incertitude qu'il y a autour, hein. Ouais, je me souviens que on était chez moi, et Sébastien m'a dit on va le faire, des nouvelles sur le Médoc. Il m'a dit on est complètement débile, mais on va le faire. Voilà, Bah, bonne idée. c'était le Du coup. pari. Bah, j'imagine que dans le public, il n'y a pas que des lecteurs de nouvelles. Si vous deviez en conseiller pour des débutants, bon, on vous conseille bien sûr celui-là, mais si vous aviez des recommandations, Ah, alors moi j'ai plein de recommandations nouvelles. Vous avez combien de temps? on avait dit 40 minutes. Ok, mais- bon d'accord. Et non, alors bien sûr, il y a Maupassant. Oui, Déjà, bien sûr. enfin, je veux dire, Maupassant c'est vraiment le maître de la nouvelle, je pense, en France, et même au-delà. Moi je suis très très fan des nouvelles de Larry Brown, qui sont publiées maintenant chez Gallmeister. J'ai une grande affection pour un auteur de nouvelles qui s'appelle Larry Foundation, qui est publié maintenant chez Tusitala et chez 10-18 en poche, et qui écrit des flashs, littéralement, hein. C'est des nouvelles extrêmement courtes qui peuvent faire 5 lignes, certaines, euh, à travers lesquelles il dépeint des quartiers de Los Angeles, une vie de quartier. Lui, il est travailleur social à Los Angeles, et c'est vraiment quelque chose de vraiment impressionnant. C'est plein d'humour en même temps et de noirceur, et c'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup. Justement, en parlant de ça, moi je suis pas une lectrice de nouvelles à l'origine. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est de voir comme vous arriviez à concilier l'humour, et du coup l'humour noir, avec le format court des nouvelles. C'est quelque chose que j'avais plus l'habitude de voir en bande dessinée. Vous, à l'écrit, comment est-ce que vous avez fait pour travailler l'humour sans être restreint par la taille du texte, etc. Ah, moi, j'ai du mal à écrire sur la longueur.
Non, en fait, hein, je me suis pas senti restreint Ah, du tout. ok. Moi, j'ai plus de mal quand il faut délayer. J'aime bien aller directement au cœur du sujet. Euh, alors après, je trouve ça marrant parce qu'on a des perceptions tous un peu différentes. Euh, et je sais que sur ce recueil, les retours que j'ai, c'est sur l'humour euh, ou sur la noirceur. Il y a des, Humour Et, noir. et alors, selon la sensibilité des gens, ils retiennent pas exactement la même chose. Alors, en fait, j'ai vraiment essayé de varier. Alors, il y a de l'humour, qui est un humour qui peut être un peu parfois du cynisme ou un humour un peu noir, Un peu, ouais. un peu moqueur. Euh, et d'autres, effectivement, et d'autres nouvelles qui sont plus noires, d'autres qui sont un peu plus mélancoliques. Mais après, je pense que si les gens retiennent aussi plus une facette ou l'autre, hein, c'est leur sensibilité. Et c'est la manière dont on a structuré le recueil. C'est-à-dire qu'on a pensé le recueil, on voulait pas que ça soit des histoires disparates, déjà. On voulait qu'il y ait une unité, il y a une unité de lieu. Et l'idée, c'était de vraiment montrer une communauté. Alors mon éditeur a trouvé une image un peu pour dire ça. L'idée c'était, vous imaginez, vous avez un drone et il s'élève et puis il va comme ça, à un moment s'arrêter sur une maison, sur quelqu'un qui marche dans la forêt, puis il va bouger, puis il va trouver quelqu'un d'autre au bord de l'océan. Et on voit comme ça cette communauté. Et donc on voulait qu'il y ait vraiment cette unité. C'est pas un roman, c'est vraiment des tranches de vie, mais il y a des petits rappels. Alors, il y a une vierge récente qui apparaît 2 fois. Il y a des petits rappels, des surnoms qui réapparaissent, des choses comme ça. Donc on voulait que ça soit structuré. Et puis on voulait aussi qu'il y ait une alternance entre justement des nouvelles qui avaient plus une teinte humoristique, on va dire, d'autres qui avaient une teinte beaucoup plus noire. On voulait qu'il y ait une alternance. On voulait pas que le lecteur non plus se sente floué, qu'il se dise au début, oh, c'est un livre super marrant, et puis que sur la moitié, la dernière moitié, ça soit triste ou noir. On a vraiment travaillé sur une alternance et sur des thématiques. Ok. Mais là, en plus, du coup, vous écrivez sur votre région d'origine, c'est pas anodin. Est-ce que le but inconscient, c'était de rendre un hommage ou c'était un peu de rendre des comptes? Ou les deux? Alors, ni l'un ni l'autre, je pense. J'avais envie de parler juste des gens qu'on voit pas. Ok. Euh, des gens que normalement on voit pas alors, voilà, dans la vie quotidienne, hein, et aussi dans une partie de la littérature. J'avais envie de parler de gens ordinaires. Alors, alors je me suis dit, je vais parler des gens que je connais le mieux. C'est ceux avec qui j'ai grandi, ceux que je croise encore, avec qui voilà, je vais y être le mois prochain, je vais retrouver des amis, ou des gens qui ne sont pas mes amis d'ailleurs aussi, hein, avec qui on se déteste depuis longtemps. Mais c'est, j'avais envie juste de parler de ça. Et avec une idée derrière, qui était de dire, n'importe quelle vie, elle vaut le coup qu'on s'y attarde. N'importe qui mérite qu'on le regarde et qu'on... Peut-être pas qu'on essaie de le comprendre, mais juste qu'on voit ce qu'il est. Euh, et se dire, oui, je l'ancre dans un territoire, mais en fait, c'est partout pareil. Mm. Les gens, ce sont les mêmes partout. Et il y a ce rapport au lieu. Voilà, je sais pas si je veux pas trop m'avancer, je vais pas On avait déjà grillé 3 compléter. questions, mais Ouais, voilà, c'est pour ça. J'ai bien senti qu'il y avait. Mais voilà, il y avait ça. Il y a un rapport au lieu qui est nécessaire, hein, je pense, à un moment, mais avec des comportements qui sont universels. Mm. Oui, bah oui, les histoires racontées, comme vous le dites, elles se tiennent dans le Médoc, mais elles pourraient se tenir partout. Parce que là, on reconnaît le plus le Médoc, c'est avec les paysages. Vous parlez de la forêt, vous parlez des coins à champignons, vous parlez d'eau. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer comme paysage du Médoc? Je voulais montrer le paysage du Médoc tel qu'il est déjà, Mhm. et tel qu'il est en dehors de la carte postale. C'est-à-dire, il y a la carte postale, donc on en a parlé tout à l'heure, les vignes super bien rangées, les grandes plages, et la forêt des Landes, qu'on peine d'ailleurs à imaginer. Des fois, quand on roule
Dans les Landes, on le voit, hein, c'est des pins qui sont aussi très très bien rangés. Hein. C'est une forêt totalement artificielle, en grande partie, en tout cas. Et c'est une nature, c'est un des lieux, je pense, en France, en dehors des montagnes, où il y a où la nature est extrêmement présente, vraiment. Euh, En tout cas, elle donne l'impression de l'être, puisque je vous le dis, en fait, c'est des cultures. Hein. C'est comme si vous promeniez dans un champ de blé, mais sauf qu'il y a des épis très 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 gros. Euh, et, euh, et donc, il y a toute une faune et une flore dedans. Donc, vous pouvez vous y perdre. Vous pouvez passer une journée à marcher en forêt chez moi et ne voir personne. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude, dont on a l'habitude. Et donc je voulais montrer ça, cette nature qui est à la fois un énorme espace de liberté et qui peut aussi être enfermante. L'eau, elle est aussi là pour ça. L'eau, l'été, c'est la baignade, tout ça. Et l'hiver, l'océan, ça peut aussi être une barrière. Quand il y a une tempête, quand il y a de la brume partout, c'est une barrière. Les étangs, les marais, c'est aussi des barrières. Ces endroits où on se noie aussi. Ok. Bon. Là, bon, on parle des Médocains, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. J'ai peur de. C'est Wikipédia qui me l'a dit, mais dans le doute. C'est bien demandé, c'est bien. On parle des Médocains, mais pas que. Vous parlez aussi des touristes. Vous parlez des Médocains partis, revenus et qui du coup sont toujours entre les deux. Et vous parlez aussi des Bordelais, qui sont quand même vachement pris en grippe dans les nouvelles, je trouve. Est-ce que vous avez eu envie de décliner les questions de ce que c'est d'appartenir à un territoire et quels sont les enjeux de cette appartenance? Oui, voilà. Merci. Je fais la réponse à la question. Non, mais je fais la réponse plus longue. Effectivement, moi, c'est une question qui me taraude, bien entendu. Moi, je suis parti, j'habite relativement loin maintenant, j'habite à côté de Carcassonne. J'y reviens régulièrement. Et à un moment, il y a une question. Moi, j'ai grandi là, vraiment. J'ai grandi dans cet endroit-là. Ma famille est là depuis des générations. Mon arrière-grand-mère avait ouvert le premier bar de la station balnéaire où on habite. Donc, j'y suis extrêmement attaché. J'ai grandi là. Je connaissais tout le monde. Et je suis parti. Et maintenant, quand je reviens, je connais plus tout le monde. Déjà, parce que je suis parti, il y avait 1000 habitants. Maintenant, il y en a 3000. Quand je reviens, il y a des gens que j'ai jamais vus, qui se sont installés entre le moment où je suis parti et maintenant, qui eux se considèrent de là, et pour qui moi je suis un étranger quand je viens. Et ça, c'est des questions qui m'intéressent. Comment on appartient à un territoire et comment est-ce qu'on est accepté dans un territoire. Et je voulais effectivement évoquer tout ça. Donc il y a les gens qui sont là, s'ils ont choisi d'y être, ils ont toujours été là, et puis ils y sont bien. Il y a ceux qui sont là parce qu'ils n'ont jamais pu partir aussi. Il y a ceux qui sont là parce qu'ils ont vécu une illusion. Ils sont venus l'été, ils se sont baignés, c'était super, ils se sont dit je vais m'installer là. Et ils s'aperçoivent que l'hiver, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Parce qu'il y a moins de commerce, parce que si vous n'avez pas une voiture, vous êtes bien embêté. Si vous voulez aller à Bordeaux, vous allez devoir prendre un bus. Déjà, il va falloir aller jusqu'à l'arrêt de bus, qui peut être très loin, puisque c'est des communes extrêmement étendues entre l'océan et jusqu'à 15 km à l'intérieur des terres. Donc il faut aller jusqu'au bus, et puis il ne faut pas le rater parce qu'il n'y en a qu'un. Ça devient compliqué. Donc il y a des gens qui sont venus là pour une illusion, qui s'y retrouvent coincés, en quelque sorte. Il y a ceux qui veulent venir s'y installer à tout prix, et qui ne sont jamais acceptés, qui n'arrivent pas à se faire accepter. Il y a ceux qui sont considérés comme des étrangers, même s'ils sont là depuis 3 générations. Parce que, voilà. Et donc, j'avais envie de jouer avec ça. Et puis le Bordelais, après, tout le monde les déteste. Mais c'est mondial. Partout où je suis allé, on m'a dit « Ah, les Bordelais, quand même. Voilà. » Et moi, j'évite de dire que je suis... quand on me demande d'où je viens, je dis que je viens du Médoc. Je dis pas que je viens de Bordeaux. Voilà, c'est un truc... Et alors, dans le Médoc, on déteste particulièrement les Bordelais pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on n'aime pas les Parisiens non plus, mais les Parisiens, ils viennent qu'une fois par an. Oui. Les Bordelais, ils viennent tous les week-ends dès le printemps. Donc il y a ça.
Et puis il y a une espèce d'antagonisme, parce que il y a vraiment quelque chose sur les Médocains. Il y a un ethnotype, un stéréotype appliqué aux Médocains. Quand vous êtes à Bordeaux, moi j'y vais régulièrement, quand on me demande d'où est-ce que tu viens, je viens du Médoc. Vous savez, il y a le petit moment de flottement. Ah d'accord, il vient du Médoc. Sous-entendu, quand il va rentrer chez lui, il va aller chasser le sanglier à main nue, et puis après, il va rentrer à la maison, il va se saouler, et il va violer ses enfants. Hein, mais c'est vraiment ça, il y a vraiment un ethnotype. Le Médocain, il est violent, alcoolique, incestueux, et c'est un vrai racisme qui existe. Moi, je connais un ami qui était prof à Sciences Po à Bordeaux, et qui vient du Médoc, et qui me racontait que quand il y avait des étudiants et des étudiantes qui arrivaient du Médoc, alors du Médoc, c'est-à-dire du lycée de Pauillac, il y a le seul lycée dans le Médoc, qui arrivait du lycée de Pauillac, et ben, il avait une partie de ses collègues qui commençaient à dire comment elle a fait pour arriver là, elle. Hein, il y avait une anomalie. Bon, les Médocains, c'est des arriérés. Donc alors il y a ce côté-là, et il surjoue ça. Le Médocain, en contrepartie, va surjouer ce comportement face aux Bordelais. Et ce côté, écoute, on est des sauvages, c'est pour ça qu'il ne faut pas venir. En fait. Mais ils viennent quand même. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein d'endroits. Vous allez en Corse, il y a un peu aussi, il y a aussi ça. D'ailleurs, quand on est allé l'an dernier à un festival en Corse, les gens sont venus me voir en disant c'est la Corse en fait. Et j'ai eu droit un peu partout, dans la vallée d'Aspe, en Bretagne, il y a un peu de ça. Ouais. Et là, justement, la question des étrangers, vous en faites même un chapitrage particulier. Il y a des chapitres les étrangers, il y a les chapitres être d'ici. Et dans les étrangers, il y a une nouvelle. C'est le moment de la lecture. Ah. Il y a une nouvelle qui s'appelle L'Arabe. Ah oui, L'Arabe. Que vous me proposiez de lire jusque-là. L'avantage des nouvelles, c'est que ça ne va pas être trop long. Ça va aller très très vite. C'est des nouvelles relativement courtes. Je crois que la plus longue, elle doit faire une dizaine de pages. L'Arabe. On dit l'Arabe parce qu'il n'y en a qu'un dans le village. Personne ne sait trop quand il est arrivé. Il a été discret. Il habite une maison dans un lotissement qui ne s'anime que l'été, littéralement mort pendant l'hiver. Il a peut-être une femme, peut-être même des enfants. On les a jamais vus. Peut-être aussi qu'il vit tout seul. Dans les deux cas, c'est suspect. Parfois, l'Arabe vient au bar du commerce. Il s'assoit au comptoir et commande un Ricard. Vous voyez, un Ricard. Alors, un des habitués le regarde et lui dit « C'est pas contre ta religion, le Ricard ». L'Arabe répond toujours d'un ton égal. Il est athée. Par contre, il est allergique aux arachides. C'est pour ça qu'il préfère quand le patron lui sert une coupelle d'olives plutôt que des cacahuètes. Ouais, enfin, on t'a jamais vu manger de jambon. Alors l'Arabe regarde le patron avec un air de dépit et lui demande s'il pourrait pas lui servir un croque-monsieur ou un jambon beurre. Et le patron le regarde à son tour et lui répond qu'ici c'est un bar. Et s'il veut manger au restaurant, il peut faire 10 bornes vers le sud ou attendre 6 mois que la saison commence. Chez vous, vous avez des bars, demande un troisième. Alors l'Arabe répond que oui, chez lui, à Clermont-Ferrand, il y a des bars. Il y en a même des tas. Tss. Enchaîne encore un autre. Chez vous, dans ton pays d'origine, dans celui de tes parents. Alors pour la millième fois, l'Arabe dit que chez ses parents, à La Réunion, c'est vrai qu'on boit plutôt du rhum arrangé. Après, généralement, la discussion dévie sur le football et selon la saison, les champignons ou la chasse. Si la télé est allumée et que c'est l'heure des infos, il arrive aussi qu'on demande à l'Arabe son expertise sur le problème des banlieues, la crise des réfugiés ou le djihadisme. Quand il a fini son verre et qu'il s'en va, il y en a toujours un pour dire qu'il est quand même sympa l'Arabe, pour un Arabe. En plus, ajoute un autre, il boit même du Ricard. Et si ça se trouve, il mange vraiment du jambon. Oui, enfin moi je me méfie quand même. Les gens qui ne respectent pas leur religion, c'est pas franc du collier. Conclut dernier. Les autres hochent la tête, d'un air pénétré, puis ils changent de conversation. Ça avance la maison de ton fils? Oui, il y a le Portugais qui est venu creuser pour les fondations. Il a fait ça en une matinée. Ils ont ça dans le sang. En plus, il était pressé, il m'a dit qu'il doit passer les fêtes là-bas au pays, à Madrid. À côté de cette publication, vous êtes enseignant à l'université Paul Valéry à Montpellier, vous êtes prof d'occitan.
Ouais. C'est pas... Ça va? Je sais. C'était pas encore une insulte. C'est pas une matière anodine, c'est défendre un patrimoine, une culture. Qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos élèves en transmettant l'occitan? Une langue et une culture qui sont les nôtres, voilà, et qui sont une culture, c'est une culture et une langue parmi toutes les langues et cultures du monde. Et en fait, moi j'ai découvert tard, hein, c'est quand j'étais au lycée que j'ai découvert que le patois c'était de l'occitan, et que l'occitan c'était une langue millénaire, qu'il y avait une littérature millénaire, c'était la langue des troubadours, c'est la naissance de la poésie moderne en Europe, en quelque sorte. Donc c'est une culture, une civilisation, euh, voilà, il y avait ça, que c'était en train de disparaître, tout simplement, comme d'autres langues en France, où il y a une politique linguistique qui est très particulière, mais on va pas s'étendre là-dessus, parce que sinon je suis parti pour... Parce que moi je suis prof de civilisation occitane, donc En plus. je suis historien, donc je peux y passer beaucoup, beaucoup de temps. Mais et il y avait ça, et moi c'est de me dire, bah voilà, moi je supporte pas la hiérarchisation en règle générale, et la hiérarchisation des langues et des cultures, ça m'énerve. Mhm. Et, et moi je suis pour que on s'ouvre. Et ici, ben voilà, il y a une langue qui existe, hein, c'est l'occitan, c'est un tiers de la France, quoi, l'ère linguistique de l'occitan. Mhm. Voilà, c'est un patrimoine, c'est une richesse culturelle. On en parlait tout à l'heure hein, avec Lydie Salver. Moi, quand je vais en Catalogne, je parle occitan avec les Catalans. On se comprend, on a une intercompréhension, c'est aussi une ouverture. Et je pense que c'est bien de s'intéresser à ça aussi. On a beaucoup de combats extrêmement légitimes, je trouve. J'ai un souvenir, c'était une époque où j'étais quand même un peu plus, peut-être un peu plus vif, quand je sortais de mes études là et où d'histoire. Et je me souviens d'avoir écrit une lettre à Jacques Chirac, qui était président, pour l'insulter. J'ai eu une petite lettre en retour qui me disait le président a bien reçu votre lettre, il est très content. Il l'avait pas lu, donc a priori. Et c'était ouais, parce qu'il était allé aux États-Unis, puis il avait fait la leçon au président américain, je sais plus qui c'était, ça va être George Bush, George W. Bush, et pour lui dire c'est très grave ce que vous faites, hein, vous êtes en train de brimer la culture amérindienne et les langues amérindiennes. Je disais, mais c'était le même président qui avait refusé de ratifier la charte européenne des langues régionales, des minoritaires. Voilà, donc je trouvais qu'il y avait. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, quand c'est aux États-Unis. C'est exotique, il faut défendre tout le monde. Le plouc américain, il est super chouette. Hein. Alors, bien sûr, il a tendance à tuer des noirs des fois, mais, euh, le- mais chez nous, c'est moins bien, en fait. Ça mérite pas parce que bon, on a une culture universaliste et donc il faudrait qu'on soit tous pareils. Mais voilà, donc c'est aussi, moi c'est pour ça, je pense que j'enseigne l'occitan. Ce que je me suis dit, c'est que oui, aussi bien en enseignant la civilisation occitane et en publiant Presskills, que vous êtes fervent défenseur des patrimoines et des existences de chacun. Bon, je ne savais pas que vous aviez quelque chose contre les Américains, mais c'est une autre histoire. Ouais, j'ai rien contre les Américains. J'ai quelque chose contre l'image qu'on peut avoir des Américains. Et il y a il y a une phrase qui m'a assez marqué, c'était dans un livre de Benjamin Whitmer, qui s'appelle Cry Father, donc qui se passe dans le fin fond du Colorado, dans les années 2000, 2006, 2007, quelque chose comme ça. Et à un moment, il y a un des personnages qui aborde la question de la guerre en Afghanistan. Et il y en a un qui lui dit, ouais, il faut être patriote et tout. Et le mec l'autre lui répond en disant, c'est moi, en fait, je me sens plus proche du berger afghan que des traders qui étaient dans les tours du World Trade Center, en réalité. Et ben, voilà, enfin, moi je me sens plus proche de David Joy, par exemple, que d'une bonne partie de mes collègues universitaires. Mais voilà, et je pense que
voilà, on a des affinités qui ne sont pas forcément des affinités nationales. Ça dépend de de là où on vient, du rapport qu'on a à un territoire, du rapport qu'on a aux gens. Et, euh, et voilà, donc c'est aussi ça qui m'intéresse, c'est de regarder les gens et de pas s'arrêter sur un premier jugement aussi. Mhm. Et ma dernière question sur votre écriture. En plus de tout ce que je viens d'énumérer, vous êtes aussi rédacteur d'un blog qui s'appelle Encore du Noir, où vous faites des critiques sur l'écriture policière globalement. Est-ce que ça pourrait vous intéresser d'écrire du policier un jour? Je n'en ai aucune idée, je sais pas du tout, peut-être. Pour l'instant, c'est pas vers là que je me tourne. C'est un genre, le roman noir, plutôt, hein, le polar, roman noir que j'aime lire, Mhm. qui m'intéresse énormément, qui dit beaucoup de choses sur la société. Je pense que c'est vraiment un genre passionnant et foisonnant, avec vraiment des tas de ramifications. Euh, voilà, peut-être qu'un jour j'en ferai, mais j'en sais rien. C'est quoi l'histoire de ce blog? Est-ce que vous avez une grosse communauté qui vous suit? Comment vous le vivez au quotidien? Ah, alors, je le vis relativement bien, merci. Mais alors, ces temps-ci, je suis un peu moins régulier sur le blog, hein, mais c'est vrai. Au départ, je me suis dit, tout le monde donne son avis, pourquoi je ne donnerais pas le mien? Voilà. Donc, j'ai fait un blog. Et, euh, et il a été remarqué petit à petit par des éditeurs, par des journalistes. Donc, voilà, donc effectivement, il y a pas mal d'abonnés, il est assez suivi. Et ça m'a ouvert aussi tout un tas de choses. Je fais des animations dans des festivals, je pige pour des journaux ou des revues régulièrement. Ça m'a permis de rencontrer des tas de gens. Donc ça a été une vraie ouverture ce blog, effectivement. Ok, bah, il nous reste quelques petites minutes. C'est le moment de nos questions traditionnelles de la journée. Parce que on est aujourd'hui en plein été, on s'est dit qu'on allait faire passer un petit questionnaire à tous nos invités avec des questions estivales. Si vous deviez choisir un lieu ou une ambiance d'été, ce serait laquelle? Ah bah, bon, c'est la plage. Une en particulier? Alors moi c'est une plage en particulier dont je vous donnerai pas le nom, bien entendu. Euh, Moi l'été, chez moi il y a un grand étang et, euh, et on peut prendre un chemin et arriver en haut d'une dune qui va directement, qui plonge en quelque sorte dans l'étang. Donc il faut descendre, voilà, c'est un petit peu acrobatique. Il y a généralement personne, voilà. L'eau est translucide et on a l'impression d'être sur une plage des Caraïbes un peu. Et j'aime bien me mettre là, à l'écart du monde un peu. Voilà, c'est un de mes petits endroits préférés. Oui, qui restera bien à vous du coup. Merci. Une chanson d'été. Une chanson d'été, alors ça dépend. Il y a la Macarena, mais parce qu'elle m'a traumatisé pendant plusieurs étés en fait, hein. Je faisais la saison dans un supermarché, dans une supérette, et il y avait tout le temps ça à la radio. Et en vraiment, c'était un enfer. Alors pour moi, ça représente en partie l'été. Et sinon, moi, j'ai une chanson d'été, c'est une chanson qui s'appelle Santeria d'un groupe qui s'appelle Sublime, qui est un groupe de punk ska californien, qui est une très très belle chanson, voilà, qui me rappelle des tas de souvenirs d'été. Et une lecture d'été. Alors, une lecture d'été, ça serait L'île de Robert Merle, qui raconte de manière romancée la- l'histoire des révoltés du Bounty et la manière dont ils s'installent sur une île, Pitcairn, pour essayer de refonder une société avec des Polynésiens, et puis on s'aperçoit très vite que ça marche pas très bien. Et qui est un livre formidable. C'est l'écriture de Robert Merle, enfin je l'ai lu, je sais pas, 4 5 fois. Je pense que je l'ai lu exclusivement l'été d'ailleurs. Et j'y reviens régulièrement, j'en relis des fois juste un chapitre ou deux. Voilà, on s'immerge de suite dedans. Je trouve que c'est de l'aventure, à la fois c'est aussi une réflexion sur la manière dont se crée une société, sur le racisme, sur les rapports de classe. C'est un livre formidable. Ok. Un mot d'été. Un mot d'été, résine. La résine, parce que
pour moi, c'est ça, quoi. C'est tous mes étés d'enfance. C'est aller sous les pins, dans l'ombre moite des pins. C'est une ombre, si vous voulez vous rafraîchir, n'allez pas sous un pin. Et l'ombre moite des pins et l'odeur de la résine qui sourd des troncs, là, pour moi, c'est vraiment l'odeur de l'été, ça. Ok. Et quand je dis le mot résine, je sens la résine. Bah, c'est un mot efficace alors. Un plat ou un repas d'été si vous avez tout le palmarès. Oui, alors. Un plat, c'est bien. Oh non, alors, moi, j'ai pas peur des véganes. Contrairement Contrairement à à notre invité l'invité précédent. Non, moi, c'est barbecue. Pareil. L'été, pour moi, c'est la grillade. C'est faire une grillade dans laquelle on mange un peu de viande et on boit beaucoup de vin. Et enfin, puisque nous sommes au Festival d'Avignon, une émotion de spectateur. Alors, une émotion de théâtre. Alors, pour moi, je pense que ça a été, je crois que c'est la première fois où je suis allé au théâtre, tout simplement. C'était assez tard, hein, parce qu'on n'avait pas beaucoup de théâtre chez nous. Et c'était en première. J'étais en classe de première et notre prof de français nous a organisé un cycle théâtre. On était allé plusieurs fois à Bordeaux. Et je me souviens d'être allé au théâtre Fémina pour voir une adaptation de Huis clos. Alors moi à l'époque j'étais plutôt, vous voyez, Une nuit en enfer ou des choses comme ça, ou Piège de cristal. Et il y avait très très peu de cascades, quasiment pas d'explosions. Et pourtant c'était vraiment, je sais pas, c'est vraiment une représentation qui m'a marqué. Et là je me suis dit, ouais, on peut faire ça. Je me souviens des acteurs, ils bougeaient quasiment pas, et ces échanges, c'était extrêmement puissant. Donc, moi, c'est vraiment la pièce qui m'a marqué. Ouais. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle... Je rappelle que Presqu'île est en vente dans notre librairie éphémère à l'accueil.